Avec l'ensemble Organum que vous avez fondé en 1982, vous avez beaucoup joué et interprété le chant vieux romain. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce répertoire? Oh, c'est grâce à Michel Huglot. C'était mon professeur à l'École pratique des hautes études de paléographie musicale. Et puis, c'est lui qui m'a posé la question un matin. Il m'avait dit, est-ce que vous connaissez le chant vieux romain? Je lui ai dit non. Et il m'a dit, vous devriez. Ah. Alors j'étais un peu, je ne savais pas trop ce que c'était en fait, le vieux romain, j'en avais vaguement entendu parler. Je savais que Michel Huglot a été le pionnier en France. On avait eu trois personnalités qui, dans les années 50, 60, ont commencé les études musicales sur le vieux romain. Helmut Rucke, Bruno Steblein en Allemagne, et puis Michel Huglot en France. Et c'est Helmut Rucke qui a proposé d'appeler ce chant le chant vieux romain. Parce qu'en fait, c'est un répertoire assez curieux qui est propre à Rome. Enfin, on ne le connaît pas des manuscrits romains du XIe, du XIIe siècle. Et puis, on a conservé peu de manuscrits, seulement 5 de ce répertoire. Et surtout, il a été découvert au début du XXe siècle, autour de 1900. C'était le moment où les moines de Solesmes continuaient leurs études qui avaient été commencées plus d'un demi-siècle auparavant, et avec l'idée de cataloguer tous les manuscrits de chants grégoriens dans les bibliothèques européennes et même ailleurs. Et donc, en mission à Rome, Don Mocro tombe sur des manuscrits qu'il appelle singuliers, parce qu'il ne comprend pas très bien ce que c'est. C'est l'ordo grégorien, ce sont des manuscrits qui viennent des grandes basiliques, de Saint-Pierre de Rome, le Latran, Sainte-Cécile du Trastevere. Mais le chant ressemble au grégorien, mais enfin, il se présente différemment, quoi. En fait, maintenant, on a compris que c'est du grégorien avec tous les ornements écrits, quoi. Presque tous, mais la plupart des ornements écrits. Et donc, ça choquait Don Mocro parce qu'à l'époque, on chantait le grégorien sans les ornements et même ils étaient fermement convaincus que c'était un chant plat, quoi, sans ornement, avec simplement, comme seule ondulation sonore, l'accent tonique du mot latin. Alors, ce chant vieux romain, on ne l'appelait pas vieux romain encore, comme je vous l'ai dit, c'est Helmut Rucke qui, autour de 1960, a proposé d'appeler ce chant le chant vieux romain pour le distinguer du chant grégorien. Et en fait, cette musique a mis beaucoup de temps à émerger. Vous voyez, on découvre 1900, 1901. Dans les années 1912, il y a quelques articles sur ça. Puis après, il y a la guerre de 14. Bon, donc les esprits sont occupés par d'autres choses. Et puis après, dans les années 20, c'est là où la réforme de Pie X, qui est issue de son motu proprio de 1903, mais qui, de fait, entre en acte après la guerre, dans les années 20, eh bien, avec cette réforme-là, on change la manière de chanter le plein chant à l'église, on change la prononciation du latin aussi, on abandonne les prononciations nationales pour unifier le latin et le prononcer à la romaine. Quand même une nuance, c'est qu'on privilégie l'accent tonique et puis on abandonne le rythme du mot latin, qui est composé de longues, de brèves et de semi-brèves. Et on prend le parti pris d'avoir chaque syllabe du mot latin égale. Bon, je dis toujours, c'est ce qui va créer le latin comme une langue ennuyeuse et qui va faire que dans les années 1960-70, la plupart des gens ont été très contents de se débarrasser du latin parce que c'était devenu insipide. C'était devenu insipide parce qu'on avait réformé le rythme du latin.
c'est ce qui a préludé à sa disparition. Pas totale, heureusement, il y a des veilleurs, il y a des personnes qui continuent encore à cultiver avec beaucoup de conscience le latin. Mais revenons au chant vieux romain. Donc, quand on voit que bon, ce chant est découvert au début du XXe siècle, il faut attendre les années 1950 pour qu'on commence à avoir vraiment des études sérieuses sur ces manuscrits-là. Et c'est le père Bandic, un jésuite qui a, dans les années 50, publié plusieurs ouvrages et articles sur ces manuscrits anciens romains. Et donc là, on a commencé à y voir plus clair. Et puis à la fin des années 50, on a les premières publications importantes de Helmut Rucke, Brunstebla et Michel Huglot. Donc là, les musicologues commencent à s'y intéresser vraiment dans les années 60, enfin quelques-uns. Et ensuite, il faudra attendre l'ensemble organum pour qu'on puisse avoir en 1985 un premier enregistrement. Enfin, ce n'était pas le premier, parce que la Schola Hungarica avait enregistré quelques années auparavant, 7-8 ans avant. Sur quelle période s'étend le chant vieux romain? Oh ben, c'est l'Antiquité tardive, hein, jusqu'à l'aube du XIVe siècle, quoi, parce qu'en fait, il va disparaître avec l'installation des papes en Avignon. Donc là, on bascule, c'est un autre monde, c'est les Francs qui prennent le pouvoir, et donc ils vont promouvoir à la fois leur style gothique et puis leur manière de chanter, quoi, la polyphonie française du XIVe siècle. Et donc ça disparaît à ce moment-là. Oui. Et ça commence... L'Antiquité tardive, dans l'Antiquité tardive, c'est une période qui recouvre depuis la chute de l'Empire romain. Quoi. Enfin, bon, c'est fin 5e, et puis 6e, 7e, et puis 8e siècle, il y a le relais avec la Renaissance carolingienne. Quoi. Donc, qui continue. Et d'ailleurs, c'est dans sa dynamique qu'il faut voir l'introduction du chant de Rome dans l'Empire carolingien, c'est-à-dire au nord de l'Europe. C'est Pépin le Bref et Charlemagne qui font venir cette liturgie, quoi. Et donc le chant, parce que de toute façon, la liturgie et le chant sont totalement liés, la liturgie devient effective par le chant. Et donc, c'est ce mouvement-là qui va irriguer l'Europe. Et donc, avec la fonction de maintenir vivante cette flamme de l'Antiquité, cette flamme à la fois qui vient du Proche-Orient, avec la tradition de Jérusalem, le chant des psaumes, parce qu'on considère le chant des psaumes, c'est le chant du temple de Jérusalem. Donc on maintient la chose vivante, et puis un langage musical, quoi, un langage musical qui est très différent de ce qui va se développer au début du deuxième millénaire. Donc c'est pour ça que le chant vieux romain est vraiment précieux, parce que c'est la fenêtre ouverte vers le premier millénaire, quoi, et tout l'héritage de l'Antiquité au travers de ce christianisme qui prend forme à Alexandrie, puis à Rome. Donc en scrutant ces liturgies du premier millénaire, on apprend beaucoup de choses sur les rites anciens aussi, les rites d'avant le christianisme, que ce soit dans la péninsule italique, mais aussi en Égypte, et puis naturellement à Palestine, quoi. Est-ce que l'on sait dans quel contexte cette musique est composée et jouée? Bon, cette musique, justement, elle n'est pas composée, on est dans un tout autre, enfin, dans une toute autre relation à ce qu'on appelle la musique, quoi. Il faut déjà comprendre ce que ça veut dire, enfin, le sens des mots chant, musique, liturgie même. Hein. C'est important parce que lorsque ce rite romain se constitue, quoi, se met en place et puis prend une forme stable, hein, donc c'est au cours du 7e siècle, il y a beaucoup d'ajouts, transformations, de modelage, et
Et après, ce qui va être transmis chez les Carolingiens au 8e siècle, c'est cette forme quoi, qui s'est cristallisée au 7e siècle. 7e siècle, alors, où on a beaucoup de papes d'origine orientale, on en a 14, que ce soit la Syrie, la Dalmatie, des Grecs de Sicile, on a eu beaucoup de Grecs de Sicile. Alors, donc tous ces papes et puis l'afflux de réfugiés de Syrie aussi, parce qu'avec les conquêtes de l'islam, il y a beaucoup de communautés monastiques qui se sont réfugiées jusqu'à Rome même, avec le monastère de Saint-Saba. Et vous voulez dire donc que tous ces papes venus de l'Orient ont influencé ou ont apporté... Non, c'est le terreau, c'est sorti de là, quoi, parce que le christianisme, il vient d'Orient. Il vient d'Orient, quoi. Donc, c'est un peu absurde de dire Occident, Orient, Occident, à cette époque-là. Bon, c'est des réalités géographiques, disons, mais pas culturelles. Vous voyez, vous aviez en plein Paris, vous aviez un temple d'Isis, quoi. Donc, c'est pas... Non, ça circule au 7e siècle, on a eu un évêque syrien à Paris aussi. Oui. C'est une communauté culturelle qui remonte à l'Antiquité. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce aux vieux romains, on a voilà, une vision un peu plus concrète quoi, de cette culture du premier millénaire, de l'imaginaire et la manière, donc je disais, la manière de penser la musique, d'être en relation. C'est-à-dire la musique, c'est toujours l'outil de la mémoire. Donc la musique va nous conduire vers une mémoire et nous la faire goûter, quoi, expérimenter, explorer, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est la première fonction. C'est la raison pour laquelle, dans l'Antiquité, la déesse de la musique est fille de la déesse de la mémoire. Et saint Augustin disait chanter, c'est se souvenir. Et donc, dans ce contexte, il n'y a pas un compositeur, si vous voyez, mais il y a quelqu'un qui est en relation plus ou moins privilégiée avec la mémoire, et il va l'exprimer. Et donc c'est la création de l'instant, c'est un surgissement, parce que pour qu'il y ait pleine conscience, il faut toujours avoir cette attitude et cette réception face à ce qui surgit, oui. Ce qui jaillit, quoi. Et c'est le sens du verbum, hein, parce que verberare, en latin, ça veut dire frapper, heurter. C'est ce qui se passe quand on dit une parole, c'est une percussion de l'air. Hein, on n'y pense pas toujours, quoi, mais ça part des cordes vocales, ça part de l'intérieur du corps, c'est de l'air qui est percuté et ça se transmet. C'est le verbum, c'est ça, le verberare, verbum. Et donc, quand on observe le verbum, si on a une conscience assez, je dirais, ouverte, hein, on peut contempler l'origine. Parce que l'origine, c'est maintenant. Et c'est la raison pour laquelle le rituel ne peut s'opérer qu'au travers de ce qu'on appelle le chant. Mais ce qui pour eux était l'acte vocal. Et l'acte vocal, c'est l'oratio. Alors aujourd'hui, oratio est traduit par prière. Bon, alors, prière, bon, ça veut dire plein de choses enfin, pour nos contemporains, mais on ne pense pas à l'acte vocal. Et l'adoratio, c'est ad oratio, c'est-à-dire c'est le mouvement qui vous porte vers l'acte vocal, c'est ce jaillissement irrépressible, parce que si c'est vraiment un jaillissement, on est traversé par, et puis ça se traduit dans une parole, cette parole c'est l'oratio. Mais l'oratio qui est le geste de la bouche, parce que c'est os oris, c'est ce que fait la bouche, ce que modèle, ce que façonne la bouche. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire musicalement? Alors, ces musiques du premier millénaire, on peut dire qu'elles sont tétracordales. Tétracordales, ça veut dire qu'elles reposent sur des cellules de 4 notes. Tétra, c'est 4.
Donc, et donc tout le discours s'articule parfois autour d'une seule cellule de 4 notes. Parfois, il peut y avoir un jeu rhétorique ou dialectique entre. On passe d'un tétracorde à un autre, bon, ça correspond à une périodicité dans l'énoncé de la pensée. Mais plus on va vers des choses archaïques, plus on s'aperçoit que c'est des musiques tétracordales, c'est-à-dire elles peuvent parfois se dérouler pendant un quart d'heure sur simplement 4 notes. Alors, tout de suite, il faut dire qu'il n'y a pas que le chant vieux romain aussi, parce qu'il y a d'autres répertoires qui participent aussi de cette culture du premier millénaire. C'est le chant de Bénévent, au sud de l'Italie, il y a Milan. Donc il y a d'autres répertoires. En fait, c'est les trois plus anciens. Il y a Aquilée aussi, il y a des choses intéressantes, enfin, pour la péninsule italique. Et avec le chant de Bénévent, alors là, on est encore une autre. C'est intéressant parce que ces trois répertoires que je viens de citer, Milan, Rome et Bénévent, sont très différents en fait. Mais ils fonctionnent selon les mêmes, les mêmes critères, quoi, les mêmes modes de fonctionnement. C'est toujours par les tétracordes. Donc le principe du tétracorde, donc ça se remonte à l'Antiquité, la tradition fait remonter à Pythagore, qui lui-même l'a appris des Égyptiens. Donc Pythagore, c'est celui qui transmet au monde grec le savoir égyptien. Et donc toute la musique grecque va reposer sur ce Pythagore, être mythique. On dit le père de la philosophie, le père de la musique. Il faut savoir que la philosophie, dans l'esprit de Pythagore, c'est une science des mains, quoi, parce que les mains sont l'aboutissement d'une évolution du corps humain extraordinaire. Et c'est les mains qui vont permettre à l'homme de devenir ce qu'il peut être potentiellement. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, il est possible de créer et d'écouter de la musique religieuse sans que ce soit une expérience spirituelle? Est-ce que le chant liturgique est exclusivement une affaire religieuse? On peut toujours écouter en faisant la cuisine, la vaisselle, l'aspirateur, c'est plus compliqué. Mais on peut toujours écouter de la musique à n'importe quel, je dirais, degré d'écoute. Après, justement, tout dépend comment on va préparer cette réception. Et la première chose à considérer toujours, c'est le moment, l'occasion où on va faire telle ou telle musique. Parce que la musique, pour vraiment se déployer, doit se déployer dans un espace et dans un temps qui lui soit le plus favorable à son déploiement, justement. Alors, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur les mots. On parle de religion, spiritualité, je sais pas, mysticisme, enfin bon, zen, zénitude, enfin bon. On emploie toutes sortes de mots qui traduisent, globalement, je dirais, ça traduit un appétit, je dirais, d'esprit. Peut-être pas une faim, mais un appétit. Puis on essaie de faire son cheminement à partir de ce que nous transmet, je dirais, le milieu ambiant, quoi. C'est vrai que le milieu ambiant, dans les médias, premier degré, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne nous conduit pas vraiment d'une manière sereine vers l'Antiquité tardive, pour résumer ma pensée. Et donc ces musiques-là évoquent un temps, qui est un temps qui est très différent du nôtre. Donc témoignage du premier millénaire, et donc je dirais c'est un temps avant le temps artificiel déjà, parce que à partir du XIIIe siècle, l'Europe occidentale va de plus en plus modeler son développement, son comportement, ses relations sociales, selon le temps artificiel, qui est celui de l'horloge mécanique.
et c'est ce qui va faire la différence d'ailleurs fondamentale entre la civilisation occidentale, qui prend ce chemin à partir du XIIIe siècle, et les autres civilisations qui sont restées dans un temps naturel. Et c'est ce qui a créé ce décalage technologique aussi, et qui aujourd'hui se retrouve de fait en première ligne aussi de nos préoccupations sociales, politiques, diplomatiques, parce que maintenant nous sommes tous en relation. Et donc nous sommes confrontés à d'autres civilisations qui ont évolué et qui continuent à être dans un autre temps que le temps mécanique. Alors, la première fonction donc de la musique, c'est de relier, quoi. Et donc là, on entre dans l'énoncé même de ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est relier à une mémoire vivante, parce que là aussi, aujourd'hui, quand on parle de mémoire, on pense à quelque chose du passé. Or, la mémoire elle est du passé, du présent et de l'avenir, elle est dans une autre dimension. Et les anciens, d'ailleurs, cultivaient certaines spécialités qui permettaient d'explorer la mémoire du futur. C'était le rôle des pythis, de toutes sortes de catégories de prêtres chez les anciens, comme ceux qui disaient les adages. Vous voyez, adagio, c'est resté comme forme musicale, mais l'adage, au départ, c'est une formule prophétique de quelques mots, et qu'une pythie ou un prêtre va proférer à un certain moment, et ça va nous ouvrir vers d'autres consciences, d'autres visions de ce qu'il advient, de ce qui va advenir. Alors oui, je pense que tout dépend de ce qu'on cherche, du degré de conscience, de connaissance. On peut écouter cette musique simplement pour se relaxer, vous voyez, faire une bonne relaxation, une méditation transcendantale même, pourquoi pas. Mais on peut aussi s'en servir à la fois pour essayer d'entrer plus profondément dans la compréhension de ces religions antiques. Alors déjà le christianisme du premier millénaire, qui est quand même très différent de l'expérience qui est celle du christianisme d'aujourd'hui, et puis les religions antérieures également. Et puis, comme toutes ces réalités ne sont pas vraiment sujettes au temps linéaire, et encore moins à celui de l'horloge mécanique, on découvre que voilà, il y a d'autres populations, d'autres civilisations, alors plus ou moins disparues, plus ou moins florissantes dans cette planète, qui sont encore dans une relation au son, au temps et à l'espace, qui était celle des Grecs de l'Antiquité. Récemment, je suis allé en Patagonie et j'ai rencontré des Argentins extraordinaires qui travaillent sur les instruments traditionnels de cette région du globe, quoi, de l'Amérique du Sud. Et on découvre voilà, des comportements et même des instruments. J'ai trouvé un ocarina incroyable, gros comme ça, la forme d'une libellule, et on trouve tous les intervalles fondamentaux de ces fameux tétracordes que j'évoquais tout à l'heure, qui viennent de Pythagore. J'ai retrouvé les tétracordes de Pythagore dans un ocarina en terre cuite d'Amazonie. Vous voyez, alors même si ils ont perdu beaucoup de choses, hein, les Indiens s'est contrés, mais ils ont conservé beaucoup de choses aussi encore. Et donc, vous voyez, on se retrouve finalement avec ces musiques anciennes. Ce n'est pas tellement une fuite du présent, mais c'est aussi une ouverture vers le présent, mais un présent autre que le présent de l'Europe occidentale, et vers des civilisations qui sont dans une autre échelle temporelle. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que oui, c'est une musique qui peut relier au sens plénier du terme, mais après, tout dépend, voilà, ce qu'on voit en elle et ce qu'on souhaite en faire. Vous parlez beaucoup de cette idée de mémoire, et sur le site de l'ensemble Organum, nous, on a vu utiliser le terme des sciences de la mémoire. Qu'est-ce que c'est, les sciences de la mémoire ? Écoutez, c'est un terme, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, en tout cas, bon, je trouvais que c'était une bonne manière d'aborder à la fois les sciences historiques,
Parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire, il y a des catégories. Par exemple, l'histoire de l'art, pendant longtemps, ça ne faisait pas partie des sciences historiques, c'était quelque chose à part. Aujourd'hui encore, il y a des clivages. Et puis, avec le mot de science de la mémoire, je dirais qu'on regarde, c'est un regard sur l'histoire, enfin sur les historiens faisant de l'histoire aussi, vous voyez. Parce que science de la mémoire, ça veut dire aussi qu'on observe à la fois les outils que l'on utilise pour essayer de décrire, de décrypter les temps passés, mais aussi toute l'interaction qui s'opère. Parce que quand vous travaillez sur un sujet, donc vous allez le modeler même en essayant d'être le plus objectif possible, vous allez le modeler selon une forme d'étude et après une forme de diffusion qui est contemporaine, quoi. Comme j'aime bien le dire souvent, tel répertoire n'a pas été pensé pour faire un sujet de thèse. Ça ne servait pas à faire des sujets de thèse, ces choses-là. Donc il y a une vie. Et cette vie, on peut essayer de l'apercevoir, mais en même temps, elle va interagir avec nous. Alors, comment ce qu'on va comprendre de ce qu'on essaie de contempler va transformer en nous aussi des comportements. C'est important parce que sinon on reste dans la représentation. On fait du spectacle, quoi. Les arts du spectacle, pourquoi pas. Depuis maintenant plus de 20 ans, la musique a été classée dans les arts du spectacle, donc c'est un peu compliqué avec une relation avec le ministère, parce qu'on est considéré comme des gens qui font des spectacles, alors qu'il y a un travail de réflexion, de pensée, d'expérimentation, et le spectacle, disons, ou la manifestation sociale, elle arrive en bout de chaîne. Et puis, il faut travailler sur le long terme aussi, au moyen ou long terme, parce que le mouvement ambiant nous emmène dans une vague où il faut tout le temps changer, il faut toujours se renouveler. C'est la dictature du zapping, hein. Il faut zapper, il faut zapper, il faut zapper, il faut zapper. Un festival, par exemple, va changer de thématique tous les ans, quoi. Personnellement, dans les petits festivals que j'ai créés à Moissac, on en a 3 dans l'année, au printemps, à l'automne et à l'été pour la fête de Saint-Jacques. Eh bien, je n'hésite pas à programmer la même œuvre pendant 5, 6, 7, 8 ans. Parce que, voilà, on l'a entendu une fois et maintenant on la réécoute. Les interprètes aussi n'ont plus la même relation. Ça devient un rendez-vous. On sait qu'à telle date, on va dans tel endroit pour chanter ça. Et là, on explore d'autres dimensions que simplement avoir des chiffres de partition. On l'a monté, c'est en place, on l'a fait une fois, et puis voilà, on la fera peut-être pour le prochain millénaire de je ne sais pas trop quoi. Non, il faut aussi, tu sais, le rôle des artistes et des penseurs, hein, aussi d'apporter à ce monde qui tourbillonne d'autres dimensions. Et le tourbillon dans lequel on est plongé n'est pas fatal, c'est pas la seule réalité. Il y a d'autres réalités pendant que nous tourbillonnons, les racines des arbres continuent à grandir et les oiseaux savent se diriger selon l'étoile polaire toujours. Donc il faut penser à toutes ces choses-là, toutes ces réalités, et la musique ancienne justement, à condition qu'on l'aborde pas seulement comme voilà, une belle musique, on ne s'ennuie pas, ça a une belle énergie quand on l'écoute, oui, ça c'est une chose. Mais après, justement, cette musique nous porte le témoignage d'une autre manière d'être dans le temps, d'être avec le temps, et puis d'être avec, naturellement, la mémoire. Justement, dans votre livre « Le chant de la mémoire », vous avez écrit « Il faut apprendre le langage musical des hommes du passé, mais aussi
leur manière globale de s'exprimer, leur imaginaire, leur quotidien, et se représenter comment eux-mêmes se situaient dans un processus de mémoire. Il ne s'agit pas seulement de prendre une partition et de la jouer, écrivez-vous, il faut comprendre aussi le monde auquel cette musique fait référence. Oui, oui. C'est ça? C'est important, oui, parce que c'est ce qui va nous nourrir pleinement, parce que sinon, on s'en sert comment de la musique? Parce que la musique a une fonctionnalité toujours, quelles que soient les sociétés. Et aujourd'hui, quelle est sa fonction? Alors, on va dans des concerts, bon, ça dure une heure, 2 heures. On a les enregistrements. Alors maintenant, depuis 15-20 ans, avec les nouvelles technologies, on a Internet, on a des playlists préformatées. Et puis on va écouter la musique en conduisant, en faisant la cuisine, en discutant avec des amis. Enfin bon, voilà. Mais donc c'est très bien, ça. Bon, c'est très bien. Mais ces musiques peuvent aussi nous enseigner d'autres choses, ou simplement créer une ambiance sympa et cool. Non, et justement la relation au son déjà, la relation au son. De fait, aujourd'hui, je dis ça comme ça, globalement 95%, 99% même de la musique qu'on écoute est enregistrée. Donc ça c'est tout à fait nouveau, hein, depuis un siècle maintenant. Avant, pour entendre la musique, il fallait des musiciens. Sinon, on ne faisait pas l'expérience de la musique. Donc alors, naturellement, ça donne un relief, une profondeur à l'acte musical, à ce qu'on écoute, parce qu'on l'entend que là, parce qu'il a joué, et puis demain il s'en va, le musicien, on n'entendra plus. Donc c'est ce qu'on perd un peu, on banalise, et puis en plus, de moins en moins, on utilise seulement la voix ou le son des instruments. Tout est amplifié aujourd'hui. Tout est amplifié. On arrive même à distribuer des boules caisses à l'entrée de certains concerts. Ça, c'est vraiment un signe immense. Oui, alors, on n'existe plus, et ce sera le grand problème de l'humanité, hein, déjà maintenant, mais on n'existe que par l'électricité. Il n'y a plus d'électricité, on est paumé, c'est fini. Alors pour la musique, c'est vrai pour tout, et pour la musique aussi, malheureusement. Maintenant, on amplifie les musiques électroniques modernes, les technos, les machines, ils n'ont pas leur ordinateur. Et en plus, c'est pas l'électricité, c'est l'énergie brute, mais il faut une chaîne industrielle phénoménale. Remarque. Vous imaginez, juste pour faire passer un son dans un ampli par un ordinateur, il vous faut des centaines d'usines, il vous faut des mines immenses en Afrique, en Asie, où vous voulez. Il vous faut un cortège d'esclaves, justement, pour faire vivre ça. Et alors, les arts anciens nous enseignent tout autre chose, quoi. Déjà qu'on peut faire de la musique avec simplement un instrument à 4 cordes, avec un tétracorde. On peut faire la musique pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis refaire le même programme tous les jours. On n'a pas besoin de zapper. Pourquoi? Parce qu'on s'installe dans quelque chose et puis on observe quelque chose, on regarde ce qu'il advient. Il faut toujours avoir à l'esprit que pour les Grecs anciens, les maîtres de musique, ce sont les oiseaux. Les hommes ont appris la musique en écoutant les oiseaux et se sont ouverts au monde. Et puis surtout, ils apprennent des oiseaux parce que les oiseaux ont une vision du monde. Ils volent. Et ils savent se déplacer, se repérer dans l'espace grâce aux constellations. Donc si on apprend le langage des oiseaux, on peut devenir très savant. Et donc il faut toujours avoir à l'esprit ces origines-là. Les gens ont commencé à faire de la musique pour communiquer avec les oiseaux. Et donc même si les musiques de Joe de la Mer d'enseigner dans les conservatoires, enfin bon, on est très éloigné de tous ces modes de transmission. Et effectivement, ce que je soulignais dans ce livre aussi,
vous citiez, le chant de la mémoire. Quand on aborde une musique ancienne, si on veut vraiment rentrer à la fois dans l'esprit et dans la matière de cette musique, la première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on la transmettait à l'époque? Vous avez enregistré certaines musiques médiévales avec des chœurs de femmes parfois. Quelle est la place des femmes dans la musique religieuse médiévale et qu'est-ce qu'on peut conserver ou changer dans notre approche contemporaine? La place, eh bien, elle était celle de la femme dans la société médiévale. Donc c'est une place immense, hein, place immense parce que les femmes ne chantaient pas dans les paroisses, mais tout comme les laïcs. C'est seulement à la fin du XVIe siècle que les laïcs commencent à chanter quelque chose dans la liturgie, et encore ça s'est fait très progressivement. Mais si vous voulez, il y a les communautés religieuses, alors masculines et féminines, et dans les communautés féminines, on chante tout le répertoire, parce qu'elles chantent tous les jours, quoi, et 8 à 10 heures par jour. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, les femmes dans le chant paroissial, c'est très récent, hein, ça, chez les catholiques, ça arrive au début du XXe siècle, et dans les fêtes après la guerre de 14, après le motu proprio de Pie X qui autorise et met en place les chorales mixtes, parce qu'avant c'était des chantres qui officiaient chez les catholiques. Donc dans les couvents domoniales, il y avait souvent un haut niveau musical. Il devait y en avoir qui chantaient mieux que d'autres, naturellement. Mais les quelques témoignages qu'on a, je pense au manuscrit de Las Huelgas, là, qui est des manuscrits du début du XIVe siècle, qui est conservé en Espagne aujourd'hui, qui vient d'un manuscrit d'un monastère féminin. C'est de la musique très sophistiquée. Et donc, on a plusieurs témoignages comme celui-ci qui montrent que le niveau musical est excellent. En parlant de manuscrits et de sources, c'est vrai qu'on s'est interrogé parce que l'écriture musicale, bon, en Europe, on peut la faire commencer au IXe siècle, même si c'est vrai qu'elle se développe et puis elle est vraiment en usage, disons, au XIe. Alors, du coup, vous qui étudiez des musiques antérieures à ça, comment est-ce que vous avez fait? Avant les... Oh bah, écoutez, je dirais c'est pas sorcier, je dirais. Non, en fait, c'est dans les livres du 9e, 10e, 11e qu'on trouve des traces de musique antérieure, en fait. C'est au travers de ça. Et donc, c'est des musiques, il faut comprendre leur fonctionnement, quoi. Là, je vais rapidement évoquer le tétracorde, c'est cellule de 4 notes. Alors, et le principe est simple, c'est-à-dire la cellule de 4 notes, vous avez 2 degrés fixes, c'est les 2 extrêmes, et 2 degrés mobiles au centre. Voilà. Et tout là, ça va faire de créer des parcours, quoi. Alors, ça peut sembler restreint, quoi, parce que 4 notes, c'est pa-la-la-lam, Cadet-Roussel. Voilà, Cadet-Roussel, c'est un tétracorde. Alors on se dit, bon, Cadet-Roussel, on va répéter Cadet-Roussel pendant une demi-heure, ouais, ça va être sympa. Ben, ils savent le faire. Sur un tétracorde, 4 notes, on peut rester une demi-heure, voire 1 heure. Parce qu'on va jouer sur cette manière de juste considérer que 2 degrés sont fixes et 2 degrés sont mobiles. Donc ça va être ya la 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 etc. Voyez. Alors, c'est une musique qui n'est pas mélodique, justement. C'est la différence, justement, avec ce qui va se faire au XIe, XIIe siècle, à partir
Donc la mélodie, c'est une manière de considérer les intervalles dans une succession qui est dans un mouvement. Ta la 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 ta la ta ta. Voilà, ça c'est une mélodie. Oui. Et dans la conscience tétracordale, on considère que chaque son est un univers en soi, quoi. C'est un univers qui a son énergie propre. Et rester sur une note, ça ne va pas simplement faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va être se poser sur ce degré-là et faire jaillir l'énergie qui s'y situe. Et quand cette énergie se met en mouvement, de plus en plus rapidement, hop, elle va ailleurs. Elle va ailleurs. Donc c'est le mouvement qui est créé par la matière elle-même, ce que j'appelle le rythme organique. Il faut le distinguer du rythme mathématique. 1, 2, 3, 1, 2, pa, lam, pam, pam, ta la 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 la. Je peux faire les mêmes notes avec la conscience tétracordale. Ça change tout. Hein. Juste la connaissance de la technique de création vous suffit? Oui, de transmission. Oui, parce que la technique de création, c'est ce qui va vous conduire vers le principe génétique. Enfin, en fait, pour toute musique, il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là, quoi. Donc, ce qui va créer cette forme, alors c'est bon aussi bien pour Wagner, pour Chopin, pour Bach. L'idéal, c'est ça, quoi. On peut toujours jouer comme ça, bon, mécaniquement, ou même avec conscience. Mais ce qui est bien, c'est pouvoir comprendre comment on en arrive à ce geste musical, quoi. Et donc voilà, je dirais que pour les 4 derniers siècles, c'est pas trop compliqué parce que c'est écrit, tout ça. Après, quand on va 15e, 14e, tout ça, bon, c'est moins connu, quoi, parce que c'est même pas 1% de ce qu'on enseigne dans les conservatoires. Hein. Donc c'est pas connu. Et ensuite, quand vous avez vers le premier millénaire, où là, il n'y a pas de notation, vraiment, sauf à la toute fin. Donc là, il faut évoluer selon un autre mode de pensée, et qui est la pensée justement modale, la pensée tétracordale et modale. C'est-à-dire que un chant déterminé est relié à un mode, c'est-à-dire à la manière dont le tétracorde de base va être organisé. C'est à partir de ça qu'on va organiser la mémoire. C'est pour ça que les premiers livres, on peut dire de notation musicale, mais ils ne sont pas avec de la notation musicale, qui va apparaître un petit peu après, mais autour de l'an 800, vous avez des tonnerres. C'est des livres où les pièces sont classées par ton, chaque mode. Enfin, ton et mode, c'est synonyme à l'époque. Et vous avez l'incipit. Donc, avec les premiers mots, vous savez que c'est dans tel tétracorde, vous allez rentrer dans la mémoire. Parce que, en fait, toute notation est un outil pour accéder à une mémoire. En fait, ça sert à ça, quoi. Donc, pour reconstituer les paramètres qui vont faire qu'on va ressurgir dans le temps quelque chose qui a été vécu il y a très longtemps, vous voyez. Et donc c'est dans cette perspective qu'il faut toujours étudier les notations musicales. Vous voyez. Est-ce que la connaissance de cette musique, avec le temps, vous a mieux fait connaître l'histoire de cette période? Oui, bien sûr, parce qu'avec la musique, on entre de plein pied dans la vie des hommes de cette époque, la relation au temps, à la mémoire, à l'espace, la relation aux autres aussi, comment ils se situent eux-mêmes dans une chaîne, comment eux-mêmes reçoivent et comment ils transmettent aussi aux générations qui viennent. Donc oui, on apprend beaucoup de choses et qui peuvent être vraiment utiles pour l'homme d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est une dimension qu'on néglige, mais qui va venir. Mais on a tendance à négliger aujourd'hui, mais depuis maintenant déjà une quarantaine d'années, il y a quand même des gens qui essaient de changer leur mode de vie un peu partout dans le monde. Pour nous, c'est un peu une période
pas obscur, mais très loin et dont on a une infime connaissance. Quelle est votre vision de cette Oui, période? c'est loin et c'est proche. Enfin, c'est Pour toujours. vous, c'est proche parce que vous la chantez au quotidien. Oui, et puis moi, même ça, les 4, 5, 6, 1000 ans, c'est rien du tout, quoi. L'Homo sapiens, on ne sait plus combien il a de millions d'années. C'est passé de 4 millions, 7 millions. Enfin, bon, en tout cas, on a des millions d'années. Bon, donc, 4 siècles, c'est rien, quoi. En fait, hein, c'est bien de temps en temps de discuter avec des paléontologues, parce que les Égyptiens, je veux dire, les historiens, ils sont là avec leur siècle, 1452. Bon, pour eux, on est dans d'autres temps. Alors, et puis aussi, c'est peut-être loin pour l'homme européen, mais enfin, vous traversez la Méditerranée, vous vous trouvez dans des ambiances qui étaient celles, hein, de l'Europe occidentale il y a 1000 ans, hein, ou plus, hein. Donc, c'est pas si loin. Et encore une fois, justement, on apprend à mieux comprendre des sociétés qui nous sont contemporaines, mais étrangères. Et puis, ça peut être aussi une manière de nouer des liens musicaux. Par exemple, grâce aux chants vieux romains, aux chants mozarabes aussi, on a créé des relations musicales très fécondes avec des chanteurs marocains, tunisiens, libanais. D'ailleurs, notre prochain disque sera consacré à un travail que nous avons fait il y a déjà une vingtaine d'années avec des chanteurs marocains sur le samma, qui est le chant des confréries soufis au Maroc, et puis le chant mozarabe du XVe siècle. Parce qu'on se retrouve, voilà, dans des formes d'expression qui sont tout à fait semblables. Vous avez créé donc le Centre européen pour la recherche sur l'interprétation des musiques médiévales à Royaumont et le Centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes. De quelle manière ces deux institutions vous ont aidé dans vos recherches musicales Oui, alors, oui, c'est ça. Il y a eu deux périodes qui commencent à être égales parce qu'on va fêter en 2021 les 20 ans de notre présence à Moissac. Et à Royaumont, j'ai passé 20 ans aussi, de 1980 à 2000. C'est important. Pour être en relation avec une institution, alors, comme la Fondation Royaumont, malheureusement, des institutions comme celle-ci sont rares, mais elles existent, heureusement. Parce que seul, on n'arrive à rien, quoi. C'est-à-dire que vous êtes juste un bon musicien, et puis vous voulez comprendre comment on faisait de la musique il y a 5, 6, 7, 10 siècles. Vous vous trouvez confronté à des paramètres qui vous échappent, quoi. Déjà, il faut connaître les langues anciennes, il faut connaître les liturgies anciennes, il faut connaître les sociétés anciennes. Enfin bon, il faut se documenter énormément. Alors arriver à penser à des projets qui puissent faire collaborer justement un historien de la pensée, un historien de l'art, un anthropologue, je ne sais pas, enfin des gens enfin, des disciplines différentes pour mieux comprendre, mieux cerner certaines problématiques, et c'est vraiment important. Et alors c'est important et il faut des institutions, quoi, pour faire ça. Alors les institutions comme voilà, les universités devraient faire ça, mais enfin, il y a de telles pesanteurs administratives aussi. Et puis en France, vous voyez, la musique est concrète, pratique, et l'université ne sont pas vraiment intégrées. Ce n'est pas comme aux États-Unis, vous voyez, où vous faites des études musicales, de performance, mais au sein de l'université. Donc il y a naturellement une porosité. Ici, il y a le conservatoire d'un côté, l'université de l'autre. On va essayer de faire des cours d'histoire, de la musique, c'est conservatoire, mais bon, le système français n'est pas vraiment propice, quoi, à ce genre de choses. Alors, j'avais créé, donc, avec Francis Maréchal, qui est le directeur de la Fondation Royaumont, Michel Huglot, une association pour justement essayer de développer la recherche concrète et pratique autour des musiques, parce qu'on ne pouvait pas le faire avec le CNRS, naturellement. Les conservatoires sont dans d'autres problématiques. Et puis après, les centres de diffusion, pour la plupart, ils organisent des festivals, des concerts. Donc là aussi, mais je trouve qu'à Royaumont, bon, une grande tradition intellectuelle, hein,
bien avant la création de la Fondation, en 1964, il y avait, grâce à la famille Gouin, qui a créé la Fondation, des activités artistiques, intellectuelles très, très dynamiques à Royaumont. Donc il y avait cette tradition intellectuelle dans laquelle je suis rentré à Royaumont, et puis grâce à la Fondation France Télécom qui nous a énormément aidé dans les années 1989 jusqu'en 2000, nous avons pu développer des programmes de recherche, faire 3-4 colloques par an, sortir 2 à 3 livres tous les ans, faire des séries de concerts, inviter tous les ensembles qui à l'époque travaillaient sur ces répertoires. Donc on a pu faire à la fois circuler l'information, créer des nouvelles problématiques, mais en les suivant, en essayant de les résoudre, et cela sur le long terme, quoi. Donc c'est vraiment précieux. Après, je suis parti à Moissac en 2000, et puis on a commencé les activités en 2001. Je voulais changer de cadre, quoi, et puis je voulais changer de manière de fonctionner aussi. Bon, après avoir passé 20 ans à Royaumont, je pensais que c'était le moment d'aller faire autre chose. Et donc, à Moissac, j'ai essayé de remettre à plat tout ce qu'on appelle les vecteurs de l'action culturelle pour repenser les choses différemment. Parce que depuis les années 80, la fin des années 80, il y a eu un développement du côté administratif de la culture qui a été très fécond, parce que ça a permis des développements spectaculaires, hein, mais qui crée une charge aussi qui est de plus en plus pesante, quoi, et surtout pour les petites structures. On se retrouve avec un administrateur qui doit tout faire, le comptable, la diffusion, la promotion, le machin, enfin bon. Et donc, et je voulais essayer de retrouver des modes de transmission plus directs, moins coûteux, parce qu'en fait, cette administration de la culture a permis beaucoup de développement, mais aussi créer des structures qui sont très lourdes financièrement, hein, pour faire vivre toutes ces choses-là. Dès que vous avez 4, 5, 6 ou 15 permanences, c'est des masses salariales quand même assez importantes. Et je voyais bien que la manière dont évoluaient les choses dans nos sociétés, on n'allait pas arriver à maintenir ça pendant longtemps. Ou si on le maintient, on va se retrouver avec quelques grands centres, comme la Cité de la musique. Et puis ce qui faisait la richesse de la vie culturelle française, justement, des années 80-90, qu'il y avait une multitude de petits festivals partout. Notre petit village faisait son festival d'été, et ça marchait, et on s'en sortait. On arrivait avec un peu de bénévolat. Maintenant, c'est tellement compliqué qu'il faut vraiment des professionnels pour gérer tout l'aspect comptable, toutes ces choses-là, et donc ça demande des charges plus lourdes, et on voit ça disparaît de plus en plus. Donc cette liberté de l'initiative culturelle, enfin, je crois que c'est important. Aujourd'hui, ça devient maintenant, en fait, si vous n'avez pas une licence d'entrepreneur du spectacle, vous ne pouvez plus organiser, parce qu'il y a une sécurité, d'accord, c'est très bien, tout ça, mais on est en train de se stériliser aussi, quoi, avec toutes ces normes. Et donc je voulais à Moissac trouver un mode de relation beaucoup plus direct, quoi, pour transmettre la culture. Et à Royaumont, quand on fait un stage, il y a 100 à 200 postulants et on en choisit 10 ou 12. Bon. Là, à Moissac, je dis, il n'y a aucune sélection, ceux qui veulent viennent. C'est tout. Quel que soit le niveau. Donc il y en a qui viennent, qui n'ont jamais chanté. Il y en a, c'est des grands professionnels, il y en a, c'est des profs de fac, des instituteurs, j'ai vu des boulangers, des mécanos, enfin, il y a eu tout, quoi. Et des gens qui ne seraient jamais venus à Royaumont, parce que, voilà, c'est Royaumont, c'est l'institution. Et puis là, voilà, on a monté des grandes œuvres, la messe de Machaut, on a monté avec 70 chanteurs, quand même. Et sur les 70, un bon tiers n'avait jamais fait de musique. Puis d'autres avec des niveaux disparates. Mais je dois dire que depuis 18 ans maintenant que je suis là-bas, en 18 ans, j'ai rarement eu des gens qui s'en vont au bout de 2-3 jours de stage. Je dis, c'est pas pour moi. Ça a dû arriver 3 ou 4 fois en 18 ans, c'est pas beaucoup. Et à l'inverse, est-ce que vous avez senti quelques barrières musicales, idéologiques pour faire revivre cette musique ?
Ben, oui, parce que chacun a ses réflexes selon voilà, ce qu'il a dans la tête. Pour certains, dès qu'ils entendent 3 mots à latin, ouais, c'est les curés, ouais, chien, oh là là. Bon, d'accord. Après, d'autres, chez les catholiques, oh, c'est en latin, oh, les intégristes, mon Dieu, oh là là, quelle horreur. Bon, donc, chacun, avec son imaginaire, quoi, réagit. Alors, évidemment, oui, il y a des réactions, mais je dois dire que le plus souvent, ça suscite l'enthousiasme. Je veux dire que la barrière, c'est souvent les décideurs qui ont peur de programmer tas de choses du Moyen-Âge, parce qu'ils pensent que les gens vont s'ennuyer. Mais d'une manière générale, les gens qui entendent sonner cette musique sont frappés, ils sont touchés, même s'ils n'en ont jamais entendu, et notamment avec les enfants. Ça passe beaucoup mieux, cette musique du Moyen-Âge, que la musique du 18e, par exemple. Alors, jouer du clavecin, un truc comme ça, ils sont là, ils sont un peu paumés, quoi. Mais là, quand on chante avec des bonnes quintes, des intervalles puissants, tout de suite, ils entendent. Ils entendent, ouais. Et alors, est-ce que vous pourriez nous donner 2 disques qui vous ont particulièrement marqué, Oh, s'il vous plaît? On va dire le premier et le dernier. Le dernier, je l'aime beaucoup parce que c'est un disque que j'ai préparé pendant 15 ans. Le dernier, pardon. C'est le Requiem de Divitis. Voilà, j'ai préparé pendant 15 ans. Alors voilà, parce que je voulais trouver un son, une dynamique, je voulais former les chanteurs aussi pour rentrer à cette musique aussi. J'ai pris des chanteurs plutôt voilà, néophytes qui n'avaient pas vraiment chanté de cette musique-là, musique du fin 15e, pour qu'il n'y ait pas d'a priori, quoi, et d'idées reçues. Donc ça a pris du temps, et puis on a réussi à l'enregistrer. Aussi, on a mis beaucoup de temps pour la balance, ouais, on a mis 1 journée et demie, juste pour trouver comment se placer par rapport au micro. Et voilà, donc c'est un disque que j'aime beaucoup. Et vous disiez le premier, c'était lequel Le premier, c'est les polyphonies aquitaines. Oui. Il faudra que j'en refasse un autre, parce que maintenant, après bientôt 40 ans, j'ai appris pas mal de choses sur les musiques aquitaines. Et puis bon, il ne faut pas oublier le disque avec Lykurgos Angelopoulos, quoi, le premier disque de chant vieux romain en 1985. On en a fait 4 avec lui. C'était lequel le premier? C'était la messe de Pâques, oui. La messe de Pâques dans le chant vieux romain. Avec Lykurgos, on a dû faire une dizaine de disques. Mais là, ça a été vraiment une cassure dans la manière d'appréhender l'histoire de la musique. Pour la première fois, on apportait un élément vivant, un grec, en l'occurrence, pour faire revivre une musique qui avait une origine commune avec les répertoires grecs. Vous dites cassure quand il a disparu? Non, je dis cassure quand on a fait ce disque. C'était une cassure avec la manière dont on imaginait ces musiques. Après, évidemment, bon, il est mort en 84, en 14, en 2014. Donc ça, évidemment, c'est une cassure, c'est une brisure irremplaçable. Et on a travaillé 30 ans ensemble, quoi. Donc vous voulez dire la cassure, il y a un côté presque révolutionnaire dans ce que vous proposiez? Oui, ça a été révolutionnaire parce que bon, on n'avait jamais fait ça auparavant, et puis ça permettait concrètement de toucher la réalité de cet héritage grec, quoi, de la présence de cette culture grecque dans toute la culture de l'Antiquité tardive et du premier millénaire, et encore au début du 2e millénaire, parce que Bénévent, c'était encore bilingue, hein, grec-latin au 11e et au 12e siècle. Donc ça a été un choc pour vous et pour les auditeurs? Oui, pour les auditeurs, voilà. Donc certains ne se sont pas remis. Certains ont fait... Quand ils ont entendu Lykurgos, ils ont dit « Oh, pourquoi mettre un muezzin pour chanter du chant romain ?» Bon, voilà, bon, dès qu'ils entendent 3 tremblements, c'est... Non, il y a beaucoup de méconnaissances, quoi, dans ces commentaires à leur porte-pièce, comme ça, d'un haussement d'épaule qui se veut objectif. Mais ça a été, oui, une révolution, parce que ensuite, ce que j'ai découvert avec Lykurgos, c'est justement cette manière d'entrer dans l'énergie du son et de considérer les durées musicales comme résultant d'un mouvement interne du son, quoi.
Et alors, donc après, on a transposé à d'autres répertoires. On a fait un disque aussi d'anthologie avec Lycurgos sur l'école de Notre-Dame de Paris, où Lycurgos chante un organome de Léonin. Ça, c'est un des grands moments ça, de l'histoire de la musique. Vous avez beaucoup travaillé sur des répertoires relativement anciens, mais on s'est aperçu, encore une fois en allant sur le site de l'ensemble Organum, que vous travaillez aussi sur des musiques ou les façons de voir ces musiques anciennes bien plus tard, jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette spécificité de méthode et puis qu'est-ce que ça apporte de particulier? Oui, oui. Je pense que c'est important d'avoir une approche globale, transversale, de ne pas se créer des limites, parce que tout communique et donc lorsqu'on va vers le 16e, le 17e, le 18e et le 19e, il faut essayer d'être rempli de cette mémoire de ce qui a précédé, quoi. Parce que chaque époque a une mémoire du passé qui est plus profonde que celle que nous avons aujourd'hui. Donc quand vous fréquentez les textes du 19e siècle, vous pouvez palper quoi, le 18e, le 17e et même le Moyen-Âge de manière beaucoup plus sensible que même ce qu'on vit aujourd'hui. Quand vous dites les textes du 19e siècle, vous parlez de traités tout. théoriques ou de partitions? Oui, de tout. Parce qu'ils étaient plus... Et puis ils avaient des modes de vie aussi beaucoup plus proches de ce que c'était autrefois. Donc, oui, j'aime bien, j'ai fait des disques de musique du 16e, du 17e, du 18e, puis le 20e siècle aussi, parce que je suis compositeur. Alors, de plus en plus, d'ailleurs, je compose, maintenant que j'ai appris plein de choses en parcourant la mémoire musicale. Voilà, j'aime bien faire profiter de ce que j'ai appris, ce que j'ai observé, contemplé par mes compositions, quoi. Donc oui, c'est important, je dirais, de ne pas se limiter, quoi, parce que de toute façon, pour remonter dans le temps, il faut prendre le cheminement, quoi. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est de remonter dans le temps. Donc, commencez par partir d'aujourd'hui, les traditions vivantes, et puis vous allez au 20e, 19, 18, 17. Et quand vous arrivez loin, voilà, vous remontez après. C'est-à-dire vous partez de la plateforme du 11e siècle, par exemple, et puis là vous remontez 11e, 12e, 13e, et vous faites ce travail de va-et-vient, et on apprend beaucoup de choses. À chaque fois qu'on passe et qu'on repasse, on voit des choses différemment. Et vous finissez par vous exprimer, quand vous prenez le langage du XVIIe siècle, mais comme quelqu'un qui a tout cet héritage du XVIe, du XVe, vous voyez, qui est toujours là. C'est ce que j'avais tenté de faire à Royaumont, mais malheureusement, je suis parti sans pouvoir le réaliser. C'était une sorte de musée des claviers, un musée vivant, où on reconstituerait toutes les formes de clavier depuis l'Antiquité, vous voyez, parce que le clavier, l'orgue apparaît en 250 avant Jésus-Christ, c'est une très vieille histoire, hein. Quand apparaissent les premières partitions pour clavier à la fin du XVe siècle, il existe des claviers depuis déjà 18 siècles. Ça vient d'Égypte, ça vient d'Alexandrie. Et donc il y a une mémoire du geste. Et en observant et en pratiquant la manière dont les différents claviers se sont transformés au cours du temps, on retrouve le geste. Vous voyez, et je dirais que jusqu'au Steinway de concert, vous voyez, dans le Steinway de concert, vous avez encore des vestiges de gestes qui remontent au tout premier clavier de l'Antiquité. Alors c'est bien de rendre ces choses vivantes, enfin conscientes, ouais, essayer de rendre conscience. Mais peut-être ça se fera un jour. J'ai pas pu le faire il y a 20 ans, mais bon, il y avait peu de gens qui comprenaient à l'époque aussi ce genre de démarche. Maintenant, les choses ont singulièrement évolué.
Ça, c'est pour la variété temporelle, mais il y a aussi une impression de variété géographique, puisque c'est vrai que, par exemple, le chant vieux romain, il est lié à tout un tas d'autres chants, vous en avez déjà un peu parlé, à cette période. Et je sais que vous avez aussi un ensemble vocal avec des chanteurs qui viennent d'horizons très très variés. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter quelques-uns de ces autres répertoires qui sont très liés rapidement? Oui, oui, oui. Ben, écoutez, en fait, euh, on a parlé des répertoires de la péninsule italique, donc Rome, Bénévent. Enfin, là, on trouve des formules, des manières de fonctionner qui existent dans le vieux chant byzantin aussi. Il y a des formules de récitation qui existent dans le chant copte aussi, qu'on trouve dans le vieux romain. Il y en a des formules de 3 notes. Comme ça, où on peut réciter pendant très longtemps un texte avec ces formules. Donc il y a ces liens géographiques. Après, pour d'autres répertoires, j'évoquais tout à l'heure le chant mozarabe du XVe siècle et le sama marocain. C'est des répertoires qui se sont constitués au même moment dans la péninsule ibérique, au XIVe, XVe siècle. Et donc, on observe un langage musical très, très proche ou identique parfois. Hein. Et donc, nous avions fait un travail pour trouver dans le chant mozarabe des chants qui sont dans la même mouvance dans le répertoire du sama marocain. Et alors, on a beaucoup appris, évidemment, à leur contact, parce qu'ils ont une énergie, une manière de porter la monodie que nous ne connaissions pas à l'époque. Donc, on a énormément appris à leur contact, et ensuite, ça m'a servi pour beaucoup d'autres choses, même pour la polyphonie aussi, parce que la polyphonie du XIIIe et après du XIVe, du XVe, cette polyphonie franco-flamande, en fait, c'est du plein chant superposé, quoi. C'est du plein chant, donc le plein chant, c'est le chant monodique, vous voyez, mais qui était chanté dans les traditions franco-flamandes avec beaucoup d'ornements, des rythmes assez divers, parce que une même pièce peut être chantée en binaire, en ternaire, selon des proportions différentes. Ils étaient très libres par rapport à ça. Ils avaient développé une faculté pour jongler avec ces paramètres de division du temps, qui leur permettait de varier cet acte du surgissement. Parce que toujours, même quand on lit du plein chant, il ne faut pas simplement chanter les notes qui sont écrites, il faut créer les conditions et l'effet du surgissement. Et donc ce travail qu'on a fait sur la monodie avec les Marocains nous a aidé à retrouver l'énergie du plein chant du XVe siècle et, partant de là, l'énergie de la polyphonie aussi, parce que c'est avec la même énergie qu'on utilisait dans la monodie qu'on chantait la polyphonie. Est-ce que vous diriez que votre démarche pour ces musiques aurait peut-être des similarités avec la démarche des ethnomusicologues, ou est-ce qu'au contraire c'est très différent? Oui, oui, il y a des points communs. Mais bon, il y a des objectifs différents aussi, parce que ce que j'essaie de faire, c'est de faire une greffe, en fait. C'est de greffer un savoir-faire contemporain sur un répertoire qui a disparu, et cette greffe va se développer en suivant la forme matérielle que donne ce répertoire ancien, oublié, vous voyez. Donc c'est pas ce que fait un ethnomusicologue. L'ethnomusicologue, il va analyser, étudier, enregistrer, faire une méthode sociologique, tout ça. Mais les outils et les observations de l'ethnomusicologie peuvent nous aider, évidemment.
Vous avez une démarche avec le Centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes, le CIRMA, qui, entre autres, tente de développer une réflexion par rapport aux enjeux du monde contemporain. Vous nous avez déjà dit qu'on pouvait tirer peut-être des façons d'écouter la musique et de penser le son des époques que vous étudiez. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces enjeux sur le monde contemporain? Oui, parce qu'il faut, il faut inventer de nouvelles sociabilités, quoi. C'est-à-dire d'autres manières d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'autres manières d'avoir accès à l'art aussi, d'avoir un accès personnel, privilégié. Je crois que ces choses-là sont importantes. Alors ces répertoires nous aident grandement, bon, d'une part par leur qualité, et puis tout ce qu'on a évoqué ici, bon, voilà, ça nous renseigne, ça nous aide à nous imprégner, à des manières d'être, de relations au temps, à l'espace, voilà, différentes. Mais de plus, comme ces musiques ne sont pas vraiment enseignées dans les structures universitaires ou dans les conservatoires, cela nous oblige à créer d'autres manières, d'autres structures, je dirais, des structures qui peuvent être des antistructures d'ailleurs, pour transmettre ces choses-là. Donc il faut inventer. Il faut inventer, et je crois on a besoin, nos contemporains ont vraiment besoin de ça. On est tellement enfermés dans une sociabilité qui aujourd'hui devient de plus en plus millimétrée, contrôlée. Et donc d'avoir des espaces de liberté où on puisse transmettre ces choses-là en dehors, je dirais, de tout environnement habituel, quoi. On ne va pas avoir un diplôme, on ne va pas avoir un certificat d'études, on va pas avoir... Justement, on est là simplement parce qu'on veut découvrir ces musiques-là et puis créer de nouvelles manières de faire et des occasions de faire la musique, parce que le rituel du concert tel qu'il s'est figé au cours du XXe siècle, c'est un très beau rituel, c'est très bien, mais peut-être qu'on peut trouver d'autres manières aussi de faire de la musique, d'autant plus que voilà, organiser un concert dans les règles aujourd'hui, ça devient de plus en plus lourd. Objectivement, juste pour faire 1 ou 2 heures de musique, quand on voit l'effort que demande l'organisation, que demande un concert pour 1 heure de musique, on se dit c'est quand même bizarre, peut-être qu'on pourrait faire 1 heure de musique de manière beaucoup plus simple dans d'autres circonstances. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, ces musiques sont des outils précieux qui nous permettent d'imaginer, de penser et de réaliser de nouvelles sociabilités, quoi. Est-ce que vous voyez un héritage Marcel Pérez avec la jeune génération de musiciens? Oui, bah, écoutez, il y en a, ça a déjà commencé, parce que, je sais pas, il existe peut-être une vingtaine d'ensembles. Il y a 20 ans, il y avait déjà une vingtaine d'ensembles qui sont plus ou moins passés, dont les fondateurs sont plus ou moins passés par Organum. Ça doit être encore plus maintenant, je ne sais pas. Il y en a pas mal, oui, c'est une chose qui est assez curieuse et belle aussi en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on soit très connu, quoi. On n'a pas voilà, une renommée énorme, mais tout autour de la planète, dans chaque pays, il y a des gens qui sont au courant et qui connaissent bien le travail. Je suis toujours stupéfait quand je vais en Bolivie, en Colombie, en Syrie, en Russie. Il y a des gens, ils connaissent, ils suivent leur travail depuis le début. Donc ça, c'est réconfortant, c'est beau aussi, parce que ça... Mais vous savez, c'est pas un héritage Marcel Pérez, c'est justement... moi, je suis simplement là, j'agite la cloche pour dire, regardez ce qu'il y a à voir, quoi. Allez explorer, tout ça, quoi. Et parce que en derrière l'analyse, c'est toujours une expérience personnelle, quoi. Chacun doit avoir sa relation propre avec ces merveilles du passé. Et ça nous permet aussi de voir du passé que ce que les gens ont produit de meilleur. Comme j'aime bien le répéter, quand une civilisation disparaît, qu'est-ce qui reste? C'est les œuvres d'art. Alors, pendant que les artistes étaient là, bon, il y avait les princes, les pharaons, les rois, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, voilà, on a tout notre théâtre d'hommes politiques qui se croit très important, mais en fait, ils vont disparaître tous. Et ce qui restera, c'est des formes d'art, enfin, d'art véritable, parce qu'il y a aussi parfois des formes d'art contemporaines qui vont être très éphémères, je pense.
Et justement, l'art doit nous porter vers l'intemporel aussi. Doit nous relier. Oui, c'est ça, nous relier. Une fois qu'on voit que l'intemporel, il est maintenant aussi. On a vraiment tendance à chercher midi à 14 heures et je crois qu'en fait les choses sont très 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 simples. Eh bien, merci beaucoup. Merci.